Alors, du coup, maintenant, j'accueille Francis Gouas qui a représenté la CAPEB à venir nous faire sa présentation. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Donc, moi, je suis artisan à Langeais, Francis Gouas. Je suis responsable encore pour quelques temps de la SAS Gouas. Nous, on est plutôt spécialisés sur la rénovation, mais pas les grandes structures, parce que nous, ce n'est pas notre cheval de bataille. Et d'ailleurs, la CAPEB qui m'a demandé de les représenter aujourd'hui, c'est 92% des entreprises du bâtiment, ce sont les moins de 10, les petits artisans, qui n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements sur les travaux, donc c'est un peu différent. Donc la CAPEB nationale, c'est 12 CAPEB régionales, 93 départements et puis 600 collaborateurs. Donc, voilà, on travaille souvent d'ailleurs avec la fédération, puisque tout ce qui est normes et techniques, on est souvent liés pour aller débattre et défendre nos métiers. Comment ? Oui, oui, tout à fait. Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Voilà. Donc, alors après, je ne connais pas le vôtre, je ne veux pas faire une brève. Ok, d'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'est une organisation professionnelle qui représente toutes les entreprises du bâtiment devant les instances et concertations, particuliers, devant les pouvoirs publics. Donc, elle propose des mesures comme le fait la fédération, qu'elle juge nécessaire et adaptée aux entreprises du secteur. Donc, bien sûr, on défend, on représente, on promouvoit et on accompagne tous les artisans du bâtiment, sachant quand même que 62% des entreprises du bâtiment ne sont ni à la FNB ni à la CAPEB. Ce sont des entreprises qui sont dans la nature. C'est d'où l'intérêt de ce que je vais essayer d'échanger avec vous tout à l'heure, d'essayer de trouver des solutions. Donc, bien sûr, on les défend juridiquement au niveau social, au niveau de la formation. Alors, des formations, là, il y en a pléthore, je vais vous dire. Si la moitié des entreprises se formaient, on n'aurait plus de problème de sinistre. J'ai aussi une casquette d'expert et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de litiges et de sinistres dans le bâtiment, c'est affolant. Puis les qualifications et labels, ils existent, mais on a remarqué que les qualifications telles que Qualibat et autres sont en déclin. Il y a une diminution en ce moment. Bon, d'abord, ça coûte, et puis souvent, ce n'est pas toujours adapté à ce que les clients et puis ce que les artisans attendent. Donc moi, je serais très intéressé par la carte d'identité du bâti ancien. Alors pourquoi je parle de cette carte d'identité? Moi, ça fait 8 ans que je le fais pour mes chantiers, mes clients, parce que mon fils reprend l'entreprise derrière, il a une formation de tailleur de pierre. Et on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas en compte, on parle de nichoir, on parle de tout ça, mais on ne prend pas en compte l'environnement du bâtiment. Moi, ce qui m'intéresserait, nous on le fait, mais on n'a pas encore, c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui, c'est que je vais peut-être avoir un cercle beaucoup plus étendu sur les questions que se posent les artisans. C'est-à-dire, on n'est pas des spécialistes de la faune et de la flore. La biodiversité, comme tout le monde, on est intéressé, on est même plus qu'intéressé, on est attentif, mais on n'a pas les solutions à nos problèmes souvent. Et donc, une carte d'identité permettrait de faire un tour global, comme moi je le fais, s'il y a une haie, s'il y a un arbre au sud, pourquoi il est là, est-ce qu'il faut le couper, le tilleul, il est là, il est grand, quand il fait 40 degrés, les gens, s'ils l'ont coupé, ils se rendent compte pourquoi ils l'ont coupé, pourquoi il ne fallait pas le faire. Les mares, moi j'en vois toujours, les gens, ils ont des gravats. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une obligation de suivi de gravat. Ça, c'est un vrai problème, on va en parler tout à l'heure. Et ça touche directement la biodiversité, puisque si vous avez des matériaux qui ne sont pas biosourcés, moi je fais ça depuis toujours, le biosourcé, je l'avais défendu au niveau de l'Europe quand on m'avait fait travailler pendant 4 ans, que si on n'a pas un matériau qu'on peut rejeter dans la nature, ce n'est pas un matériau qui est viable pour la construction, ni pour la rénovation. Alors nous, on est plutôt dans la rénovation que la construction, puisqu'on est sur du bâtiment existant, et donc si vous vous trompez, c'est sans appel. Le verdict, ce sera des remontées capillaires, des problèmes d'humidité dans le bâtiment, bien sûr la qualité de l'air, mais il n'y a pas que la qualité de l'air. On ne prend pas suffisamment en compte le bâtiment sur lequel on intervient. Donc les mares, les murets, les végétations, les arbres, tout ça, c'est comme disait mon grand-père, du bon sens paysan, mais qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans viennent par défaut dans un métier pour gagner leur vie. Et pour eux, c'est le cadet de leur souci d'avoir on coupe un arbre, on met du ciment sur un mur, bon, pourquoi pas, et on crée des désordres. Et surtout, on apporte des gros problématiques, même pour la biodiversité, puisque, un exemple, si vous mettez un enduit à la chaux sur un mur, il faut savoir que dedans, il y a des sels. Moi, je l'ai remarqué depuis très longtemps, étant petit, quand mon père faisait des enduits, et si vous le faites à une mauvaise période, les oiseaux qui ont besoin de sel viennent picorer dans votre mur. Vous remarquerez, des fois, les oiseaux viennent picorer dans vos murs. Parce que l'enduit, soit il a été fait avec un enduit qui n'était pas complètement adapté,
soit le sable était de bonne qualité. Par contre, l'oiseau, lui, sait reconnaître le bon sel du mauvais sel. Et ça, c'est très intéressant. Donc, un enduit peut avoir un impact sur la biodiversité. Par exemple, en ville, alors, je vous en parlais tout à l'heure, tout ce qu'on peut améliorer en ne faisant pas grand-chose. Bon, la nécessité de sensibiliser les artisans aux matériaux biosourcés, ben, il y a longtemps que ça se fait. La chambre de métier, à l'époque, quand j'étais secrétaire, on avait travaillé justement sur le recensement de toutes les entreprises de la région. On a regardé combien de matériaux existaient. On est aujourd'hui capable, je suis sûr, à plus de 70%, ça, je peux m'avancer parce que j'en suis certain, de faire de la rénovation et puis peut-être aussi développer la construction avec des matériaux qui se trouvent autour de notre environnement. On va dire qu'on est une journée de cheval, ce que disaient les anciens, mais on dit un produit régional, quoi. On peut dire national. Et puis si on doit aller un petit peu dépasser parce qu'on n'aura pas le choix, ça sera toujours mieux que de faire venir des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et c'est justement pour ça que je voulais en parler aussi. C'est ce qu'il faudrait prendre en compte, et ça je le dis depuis des années, c'est le cycle de vie des matériaux qu'on ne met pas en compte. Si demain on met un cycle de vie d'un matériau entre un ciment, une pierre, un arbre, vous allez voir, on ne fera comme le fait M. Perrodin, qui est architecte à Lyon, qui fait des conférences partout. Je le fréquente depuis une quinzaine d'années. À l'époque, j'étais conseiller professionnel des métiers de la pierre. On essayait de trouver des solutions pour revendre notre pierre. On disait c'est quand même pas normal qu'on mette du béton partout, alors que la pierre, elle a son avantage. Et on en a 5 km en moyenne sous les pieds, donc on n'est pas prêt de l'épuiser. Il y a la terre. Je vous parle de la brique. On n'emploie pas suffisamment la brique. Alors, je ne suis pas un marchand de matériaux, mais ça, c'est du bon sens pour éviter de tuer la biodiversité, parce que tous les déchets qu'on fait, c'est 42 millions de tonnes par an. 42 millions de tonnes dans le bâtiment. Alors, on est tous un peu responsables. Hein. Celui qui consomme, il consomme mal, il est responsable. On peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde est responsable. Donc aujourd'hui, si on ne donne pas les grandes lignes par la carte d'identité pour le client, lui dire, vous avez un bâtiment du fond. Si vous voulez le pérenniser, si vous voulez qu'il dure 300 ans, comme ça se faisait avant, ben nous, on vous conseille de ne pas mettre n'importe quel produit. Vous ne serez peut-être pas dans la performance. Vous serez de toute façon dans l'amélioration. Parce que si on fait des embûches chauffantes, si on fait de la laine de bois, il y a beaucoup de produits qui s'adaptent très bien au bâti ancien et il y a ses limites. Il faut les connaître. Et justement, quand vous faites de l'expertise, vous trouvez toujours les mêmes problématiques. Alors, le polystyrène, je n'ai rien contre lui, mais il détruit, je peux vous dire qu'il détruit plus de faune que vous avez avec les martinets qui vous manquent. Parce que quand vous coupez un polystyrène, vous avez des millions de billes qui s'envolent partout. Et des oiseaux, moi j'ai trouvé des oiseaux qui ont été gavés, j'ai trouvé des poissons. Je veux dire, c'est des petites choses que personne ne voit, mais ça aujourd'hui, ça devrait être interdit. Je veux dire, il faut que les matériaux, on puisse les jeter dans la nature. Donc, cycle de vie. Si on ne prend pas ça en compte, bah, on peut faire des réunions. Hein, ce qu'on fait là, c'est bien, on va avancer, mais on n'ira pas suffisamment vite. Nous, avec le parc naturel régional, on avait fait des documents. D'ailleurs, on avait travaillé il y a une quinzaine d'années déjà sur la biodiversité, le parc naturel régional Orange-Touraine. Et puis, on avait des problématiques sur le bâti et on avait fait des travaux. Et on avait créé un outil qui s'appelle le référentiel Tufon, ce qui sert à nos artisans aujourd'hui qui ont envie de travailler dans les règles de l'art et surtout avoir des outils d'accompagnement. Donc, tout ce qui est partie technique existe déjà. On connaît ses limites. Donc, ça, vous pouvez le télécharger sur Internet. Et puis, quand ils ont besoin de biodiversité, vous ne connaissez pas, hein, malheureusement. Et le parc nous avait déjà accompagné avec des techniciens. On peut les appeler régulièrement. Et bon, ils n'ont pas réponse à tout, mais 9 fois sur 10, ils nous accompagnent. Donc, la biodiversité, on la voit de près, on la voit souvent quand on nettoie et que les murs ont été mal travaillés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On trouve des tas d'animaux morts depuis des années derrière les isolations. Moi, je trouve souvent quand on défait les murs, quand on démonte, c'est incroyable d'animaux qui sont morts. Ça fait même peur. Des fois, on se dit, mais pourquoi ils sont morts? Alors, souvent, c'est les mêmes problèmes. Hein, je vous l'ai dit, c'est les matériaux inappropriés. Voilà, j'ai fait des grandes lignes. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des gens des associations qui travaillent sur la biodiversité, comme aussi Maison Paysanne de France, bon, sont connues, hein, qui depuis longtemps défendent les mares, les haies, c'est les petits détails. Le CAUE aussi, je sais que le CAUE, j'ai été trésorier pendant 5 ans. On a été un peu dans toutes les communes pour aller voir et sensibiliser les maires, parce que les maires, ils font ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas tout faire. Et on faisait déjà il y a 4-5 ans. Trouver des solutions. Je regardais tout à l'heure, j'ai vu les photos ce matin on voit des endroits où on a des trottoirs avec des beaux pavés bétonnés. Pourquoi on ne fait pas comme autrefois, poser des pavés tout simplement sur du sable? Parce que l'eau, au lieu de raviner
se retrouver beaucoup plus vite dans les rivières, elles prendraient le temps de s'infiltrer, c'est pas grand-chose, hein. Et puis les coupures capillaires au pied de mur, on sauve le bâtiment ancien, c'est-à-dire que les remontées capillaires se font par la terre, non pas par le mur. Vous pouvez mettre des végétaux devant, bon, vous allez avoir de la végétation, vous allez avoir des papillons, vous allez avoir des insectes. Il y a des tas de choses comme ça qui se font, qui sont du bon sens paysan, une fois de plus. J'ai rien inventé. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est de créer une carte d'identité ou un outil simple où on puisse, quand on en a besoin, être accompagné, parce que les artisans, je vous l'ai dit, il y en a plus de 50% qui sont dans la nature et qui souvent posent des questions, même s'ils ne sont pas chez nous. Je sais que la FFB et la KPV, ils appellent, parce qu'ils se sentent des fois un peu délaissés. Ils ont peut-être pas envie aussi de mettre des sous dans une organisation. C'est leur choix. Mais par contre, on leur doit quand même un accompagnement et du conseil. Et cet outil-là, à mon avis, il est incontournable. Il va falloir créer quelque chose de simple. Parce qu'on nous l'avait promis, on nous avait promis une carte d'identité numérique. On l'attend toujours, sincèrement. Et puis le numérique, allez parler d'un artisan qui arrive à 19h, qui fait ses devis. Il a 5 minutes pour trouver une solution à son problème. Il y a les abeilles dans un mur. Ben, dans un mur, vous appelez le président des apiculteurs, il vous dit « Ah, dans un mur, on ne sait pas faire ». Alors, moi, je vous dis, si quelqu'un a la solution, moi, je veux qu'on puisse trouver des solutions au lieu de voir l'apiculteur qui tue des abeilles ou des guêpes, peu importe, hein, ce sont des animaux dont on a besoin, puisque s'ils ne sont plus là, on va avoir un gros problème. C'est des problèmes comme ça qui sont des petits problèmes, mais que tous les jours, eh ben, on n'a pas de réponse. Donc, l'artisan seul, qui se retrouve avec le maître d'ouvrage, il faut qu'il trouve une solution rapide qui n'est souvent pas la bonne. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est encore moi. J'avais une question, on parlait de sourcier. Je ne connaissais pas l'histoire du crépi, du sel qui pouvait attirer les oiseaux. J'imagine que ça peut faire du dégât, ça peut être gênant et obliger à réintervenir. Est-ce qu'il y a le même problème avec d'autres matériaux? J'ai en tête peut-être des pivers qui viennent sur du bardage bois, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, enfin là, c'est une question un peu peut-être plus collective, hein, des solutions pour prévenir ce type de dégâts causés aussi par la biodiversité qui bloquerait l'usage de certains matériaux de sourcils? Eh ben, c'est-à-dire que oui, bien sûr, les solutions existent, puisque si l'enduit qui a été mis sur le mur, c'est soit la chaux qui n'est pas adaptée, qui est un peu trop hydraulique, donc elle crée des sels qui sont toxiques, mais il y a dans cette partie de sels solubles, il y a des sels qui sont aussi bons pour les animaux. Donc si on met par exemple une chaux aérienne, il y a tellement peu d'épaisseur à mettre que de toute façon c'est pareil, et ça compte de toute façon l'enduit, ce qui est très facile à grignoter. Donc ils vont chercher du sel de toute façon. Après, l'enduit va durer 50 à 80 ans. Si on lui enlève 1 millimètre de temps en temps, ça ne se verra pas. Il va prendre une patine. Moi, je préfère que l'enduit prenne une patine, que le mur vieillisse bien, que les gens qui soient à l'intérieur n'aient pas d'humidité. C'est un choix. Mais ça a toujours existé, ce n'est pas nouveau, hein. Je veux dire, autrefois, on avait beaucoup d'enduits qui étaient à la terre et on mettait un peu de chaux dedans pour durcir la terre un peu plus. Eh ben, les oiseaux, depuis tout le temps, ils allaient en chercher. Et puis, les lézards, ils arrivent à faire leur cheminement dans certains murs. C'est la vie normale d'un vieux bâtiment. Aujourd'hui, on veut du pavillon neuf, on veut des choses qui soient très esthétiques. Il y a un choix. Si on prend un bâtiment ancien, il faut en accepter les contraintes. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant ce que vous nous présentez. Moi, ma question est plutôt du coup sur est-ce qu'il y a vraiment une filière de formation qui serait adaptée, je veux dire, à tout ce qui est bâtiment ancien. Donc, j'imagine que vous avez une communauté avec un certain nombre de personnes que vous avez formées, mais que ce n'était pas généralisé, j'allais dire, à l'ensemble des artisans qui peuvent intervenir dans le bâtiment ancien. Et il y a aussi la question de la rénovation énergétique du bâtiment, on en parle beaucoup. Il y a des politiques pour accélérer tout ce qui est rénovation du bâtiment. Et moi, voilà, j'ai une maison ancienne, hein, donc je fais des enduits à la chaux, etc. Je change. Mais le risque, c'est comme vous dites, c'est que dans l'urgence, finalement, on va remettre toutes les mauvaises solutions pour ce type de bâti et on va faire plus de mal que de bien. Donc, voilà, donc ma question, c'est comment construire vraiment le beau potentiel d'artisans compétents avec ces formations adaptées au bâti ancien, intégrant notamment la partie biodiversité. Nous, on est en contact avec la Chambre de l'artisanat. On a l'idée de pouvoir intervenir dans des formations pour que, même au niveau national, ça soit clair que pour le bâti ancien, on met des solutions bâti ancien
Et pour le neuf, on a des solutions à la fois. Alors, oui, mais c'est justement l'enjeu aujourd'hui, c'est que j'aurais tendance à dire, il y a à peu près, il n'y a pas de chiffre exact, mais on va dire moins de 10% des artisans qui travaillent dans les règles de l'art avec du recul du savoir-faire, parce qu'en fait, on est aujourd'hui dans les règles de l'art du Grenelle de l'environnement. En fait, parce que j'avais travaillé sur le sujet en 2004, vous voyez, il y a un moment déjà, à l'époque où je travaillais beaucoup pour l'Europe, parce qu'on faisait de la recherche pour réhabiliter les quartiers historiques d'Europe. Ça s'appelait FSUS, hein, ça existe, vous pouvez trouver. C'est-à-dire que les architectes aujourd'hui peuvent aller sur ce site et il y a eu pendant 4 ans de la recherche pour trouver les meilleures solutions sur les grandes villes. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout sur les matériaux qu'on a été mettre en œuvre en Allemagne, en Écosse. Puis on s'était rendu compte qu'en fait, et le polystyrène, c'est là où je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand il est dans la nature, il tue. Pour en revenir aux formations, la Chambre de métier a un site régional où vous trouvez toutes les entreprises qui sont formées sur le biosourcé. Après, des formateurs, moi je suis formateur, je forme un peu partout dans toute la région, je forme sur les bétons chauds chanvre, sur toutes les remontées capillaires, tout ce qu'il faut éviter de faire pour que le bâtiment il vive bien dans le temps. Il faut quand même penser que quand on vit, aujourd'hui on fait des voitures à vivre et on a du mal à faire des appartements ou des maisons qui soient adaptés pour éviter que les gens ils aient des problématiques, alors que la qualité de l'air, on ne la prend pas en compte. Il y avait une étude qui avait été faite avec l'ADEME il y a 7 ans, où j'avais eu la chance de pouvoir participer. On s'était rendu compte qu'un habitat sur 2 était toxique. Ben oui, parce qu'il y a les styrènes, il y a plein de produits qu'on ne voit pas, c'est un peu vicieux. Et je pense qu'on y viendra sur le long terme. Alors évidemment, sur les constructions, c'est plus compliqué que nous, parce que nous, la rénovation, c'est du savoir-faire. Il y a des millénaires derrière nous. Donc, il y a toujours des écrits, que ce soit au compagnonnage ou un peu partout, il y a des écrits qui restent. Il y a toujours des entreprises qui améliorent le procédé. Donc, il y en a partout en France, vous allez en Bretagne, vous allez partout. Il y a des formateurs. Les formations existent. Le problème, c'est que les entreprises payent pour la formation, mais ils ne se forment pas, ou très peu. Et c'est toujours les mêmes qu'on voit en formation. Enfin, quand j'étais à la CAPEB, j'ai fait quelques formations, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire, parce qu'ils ont compris l'enjeu. Celui qui est formé, il a une meilleure qualité de travail, il a une meilleure clientèle, il gagne plus d'argent. De toute façon, c'est mathématique. Hein. Si vous faites un travail à bas coût, vous ne pouvez pas aller loin, ce n'est pas possible, puisque vous êtes dans une concurrence féroce. Si vous faites de la qualité, ça prend plus de temps, c'est plus long, mais on vous appelle tous les matins, vous avez 4, 5, 6, 7 coups de téléphone, vous n'avez plus de soucis de travail. Le seul problème qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qui on va former. Ça, c'est un autre débat. Parce que c'est les ouvriers qui vont manquer. Bon, ben ça, il faudra réfléchir à ce procédé-là. Peut-être que la fédération a déjà travaillé un peu là-dessus, je pense. Nous aussi, mais on n'a pas les solutions à tout. Il faut voir. Parce que l'enjeu de demain, c'est ça. Mais les matériaux biosourcés, on peut en avoir. Hein. Je vais vous dire, Jean-Pierre Oliva a fait un livre sur les matériaux biosourcés. Je peux vous dire, moi, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 17 ans. C'est lui qui m'a fait changer ma philosophie de travail. Il m'a fait penser différemment. Oui. Bonjour, Mathieu Liban, Envirobat Centre. Juste pour apporter un complément de réponse en 2 points sur la formation des artisans sur la rénovation du bâti ancien. Le CEREMA avec le CREBA démarre très prochainement en mars et jusqu'en avril un MOOC auquel, quand on s'inscrit, on a accès, j'ai envie de dire, à vie à la documentation. Donc MOOC pour rénover le bâti ancien de manière responsable. Merci. Et puis, un peu de pub pour Envirobat Centre et sa chaîne YouTube Rebat Bio, qui a vocation justement à permettre de l'auto-formation, des formats courts qu'on peut regarder sur un smartphone entre 2 portes, et qui justement traite de toutes ces questions de la rénovation du bâti ancien à partir des matériaux biosourcés, géosourcés, en tout cas sur les techniques vernaculaires. C'est ça, tout à fait. Et ce, gratuitement, enfin la chaîne est démonétisée, on ne gagne rien, il n'y a pas de pub. Non, mais tout à fait, non, parce qu'à l'époque, quand j'étais à la Chambre de métier, je me rappelle que ça existait déjà et on avait travaillé sur construire en paille. Enfin, il y a plein de choses. Je pense que la solution, elle existe, puisqu'on pourrait former des ouvriers demain sur site. C'est ça, après, qu'il faut faire. Hein. C'est la FEST. Je crois que ça s'appelle la FEST. C'est un outil qui existe, hein, qui est la FEST. Oui, ça existe. Moi, j'ai travaillé là-dessus il y a 6 ans. Puis après, bon, j'ai arrêté puisque j'ai fait que de l'expertise. Étant un peu plus vieux, maintenant, je ne peux plus soulever de pierre. Voilà, je ne peux plus. Mais on avait créé cet outil-là parce qu'on s'était dit, les artisans ont dit, mais moi, je veux bien former mes ouvriers ou quelqu'un, mais sur chantier. Donc, cet outil-là, il existe. C'est un peu fastidieux à monter comme dossier, mais on va venir demain matin. Moi, je veux changer. Je ne veux plus faire une dalle de béton de ciment, mais une dalle de béton de chaux. On va voir le chantier, on regarde ce qu'il faut, on commande, parce qu'aujourd'hui, on peut faire du béton de chaux en centrale, en toupie, ce qui n'existait pas il y a encore 7 ou 8 ans. Il fallait tout se taper
à la main. Moi, j'ai connu ça, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, c'est facile comme du ciment, ça vient vite. On a tous les avantages, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Voilà. Et on peut former les gars sur une matinée. Une matinée, les gars, ils vont dire, mais c'est la même chose que le ciment. Ah oui, sauf que c'est le produit qui change. Donc, quand ceux qui ont commencé à faire de la chaux, ils ne sont plus machine arrière, c'est fini. Hein. Ah, c'est fini, hein, je veux dire. Donc, la FEST, moi, je crois que c'est une des solutions, j'y crois, mais il n'y a pas beaucoup de demandes, malheureusement. C'est peut-être un message à faire passer. Faut voir. Et, oui, je rejoins effectivement sur la problématique de la formation et des gens qu'on envoie en formation. C'est-à-dire que là, on différencie alors les formations techniques, hein, du chaud de chambre, des dalles chauds, les formations pour les couvreurs, pour les charpentiers, donc qui vont s'adresser plutôt aux compagnons. Et puis des formations de connaissances un petit peu générales sur le bâti ancien, le fonctionnement du bâti ancien, qui là sont des connaissances un petit peu plus haut niveau. On a effectivement du mal à convaincre on convainc toujours les mêmes, hein, comme vous disiez. Nous, à la fédération, on a d'ailleurs des gens qui sont présents dans cette salle, des formations justement sur ces approches-là, un petit peu de global au niveau du bâtiment, avec des spécificités de bâtiment ancien, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels matériaux on peut utiliser, quels matériaux ne sont pas compatibles, etc. Parce qu'il y a vraiment des spécificités de bâtiment ancien. On va relancer là très prochainement un nouveau diplôme qui s'appelle technicien études et chantiers en réhabilitation durable, qui comporte deux volets, le volet diagnostic du bâtiment et dans toutes ces échelles, on va dire, que ce soit de l'environnement immédiat, on parlait d'un arbre qui apporte de l'ombre, le fonctionnement hygrothermique du bâtiment, son aspect biodiversité, son aspect maintien à domicile, parce que tout ça, c'est des questions que le bâtiment doit se poser. Et puis la phase préconisation, et puis après, deuxième phase, plutôt la phase chantier, donc organisation du chantier en fonction de tout ça, parce que quand on utilise du polystyrène, malheureusement, des fois sur du platine ancien, mon Dieu, ou d'autres matériaux, en fait, l'organisation du chantier, elle est différente. Le poids des matériaux n'est pas le même, la mise en œuvre n'est pas la même, les techniques ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, il faut bien voir ces deux aspects-là. Et effectivement, motiver les entreprises à former sur ce genre de technique, c'est pas simple. Sans compter qu'on en connaît aussi beaucoup qui se sont formés et qui après n'avaient pas de chantier derrière parce qu'il y a effectivement une demande qui n'est pas forcément au rendez-vous des fois. Oui, ça c'est vrai. Alors, la formation, c'est Ateba Pro, que j'ai participé avec Maison Paysanne. Ateba, ça a été créé, amélioration thermique du bâti ancien, ça a été créé il y a plus de 13 ans par Maison Paysanne. C'était sur la demande du ministère du Développement durable. Et donc, on était 4 techniciens pour aller travailler sur ces dossiers-là, qui s'est transformé après en formation Ateba Pro pour les professionnels. Et puis, bien sûr, après, il y a eu plein d'autres formations qui ont suivi pour aller beaucoup plus loin, mais ces bases-là, elles existent et c'est 4 jours. Le problème, c'est que vous pouvez demander à un artisan de se former 4 jours. Déjà, une journée, c'est la croix à la bannière, mais 4 jours, c'est pratiquement impossible. Donc, il faudrait peut-être le faire, pareil, par demi-journée, ce qu'on avait proposé, sur chantier, une fois de plus. Bon, là, c'est un coût qui est un peu différent, mais c'est la seule solution pour faire sur chantier. Moi, je n'y crois plus, venir dans des salles, ça n'intéresse personne. Et puis, de toute façon, ce n'est pas aussi ludique que de mettre en œuvre réellement. Quand vous mettez en œuvre, les gars, ils ont compris tout de suite. Même s'ils ne parlent pas très bien la langue, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des Turcs, des Polonais sur des chantiers. Au bout d'une matinée, les gars, ils reproduisaient le produit, il n'y a aucun problème. Et puis, il n'y avait pas d'erreur de mélange, puisque c'est assez simple, en fait. Ce qu'il faut, c'est connaître le fonctionnement, les limites, et d'expliquer avec des fiches thématiques assez simplifiées. C'est souvent du dessin, et ça marche très, très bien. Mais je pense que notre rôle, c'est de trouver une solution pour que le maître d'ouvrage dise à l'artisan, attention, moi, j'ai un arbre, on ne le coupe pas, parce que souvent, il n'y a pas pensé. Ou la mare, non, on ne la bouge plus, en fait, elle est bien. Les grenouilles, ça va faire un peu de bruit, mais quand même, il y a toute la biodiversité qui est autour, qui est sympa. Quand même assez sympa, les grenouilles qui chantent, je trouve ça harmonieux, j'aime bien, personnellement. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire passer comme message pour que le maître d'ouvrage dise à l'artisan, oh, attention, il y a une carte d'identité là, regarde, là, sur ce mur-là, non, tu m'as proposé une laine de verre. Je n'ai rien contre la laine de verre, c'est Saint-Gobain, j'ai été visiter les ateliers, mais ça ne dure pas très longtemps. La durée de vie, puis surtout, c'est le cycle de vie. Qu'est-ce qu'on va faire de ce matériau une fois qu'il va être en fin de course? Qu'est-ce qu'on va en faire de cet outil-là? On va faire les 42 millions de tonnes de déchets, quoi. Et ça, c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. Merci. Ah, oui. Bonjour, Rachel Grix de la communauté de communes.
J'avais une question sur les matériaux biosourcés. En même temps, j'en profite pour raconter une histoire personnelle, puisque je viens d'acheter une maison à Saint-Marc, finalement, on est voisins. Et donc, je suis en train de la faire rénover. C'est un vieux bâtiment, une ancienne maison en faux. Et on a trouvé ça très, très compliqué de trouver des matériaux biosourcés, notamment pour l'isolation, par exemple. On a eu des entreprises, des artisans qui, on n'est pas du tout experts, mais on a entendu des aberrations par rapport aux différents types de matériaux qu'ils proposaient. Et finalement, on a trouvé ça vraiment très, très compliqué de trouver de l'isolant biosourcé. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une plateforme, quelque part, où on peut trouver toutes ces informations? Parce que alors, j'avais parlé tout à l'heure déjà du site. Alors, je ne sais pas s'il a été remis à jour, parce que moi, ça fait 3 ou 4 ans que je suis plus à la Chambre de métier, mais il y a un site à la Chambre régionale des métiers où on peut trouver un site avec les adresses et tout ça. Nous, ce qu'on a fait les artisans, je vais vous dire, il y a une quinzaine d'années, j'étais à l'initiative avec d'autres collègues. On allait chez un marchand de matériaux, on ne trouvait que la pluie, on voulait bien nous vendre. Donc, on a créé des coopératives. Aujourd'hui, il y a 2 coopératives en Indre-et-Loire. Il y en a 50 en France. L'artisan, s'il dit qu'il n'en trouve pas, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Chez Point P, il y en a. Enfin, je ne critique pas Point P, hein. Mais eux, ils vendent ce qu'on leur demande. Et puis, ils stockent ce qu'ils veulent. Donc, nous, on a une coopérative et on stocke ce qu'on a envie d'avoir. L'intérêt, il est double, c'est qu'on a nos matériaux en stock pendant 3 mois, 4 mois si on veut, à un prix qui va durer pratiquement toute l'année au même prix. Ça, c'est important. Et surtout, on échange entre collègues. Les collègues qui sont à la coopérative, on fait une réunion tous les 2 mois sur les mêmes thématiques, la pierre, le bois. Et au bout d'un moment, ceux qui sont là ne veulent plus partir parce qu'au départ, ça coûtait 3 800 €. Mais c'est une part qu'on a. On a tous le même avantage, c'est-à-dire qu'on se fait livrer franco de port et on a surtout les matériaux que les autres ont et les meilleurs. Non, pour moi, les moins pires, on va dire. Une dernière question. Donc, bonjour, Emmanuel Mazetti, environ Centre. Je suis en émission météorologie de sourcils, puisqu'on en parle. Pour essayer de répondre à votre question, c'était par là-bas. C'est vrai que là, vous parlez en tant que particulière et là, donc, votre intermédiaire, c'était un artisan, j'imagine, une entreprise. Et du coup, c'était récent parce qu'en fait, on peut parler des matériaux biosourcés actuellement et puis on peut en parler il y a 2 ans. On aura des situations complètement différentes. C'est tout récent. Donc, l'époque actuelle est assez compliquée, je pense, mais pour tous les matériaux. Hein, si on parle d'acier, on va avoir quelques complications. Donc, je pense que déjà, il y a un premier problème qui est très contemporain. Après, les marchés biosourcés a quand même passé le cap des 10% aujourd'hui sur le marché national. Et vous avez de plus en plus de fabricants qui s'y mettent. Je pense à Knauf, par exemple, un fabricant qui fait de la laine de verre et de la laine de roche en temps normal, et il a un produit qui est dit biosourcé, qui a un mélange de colle de jute, de coton et du chanvre, quelque chose comme ça. Voilà, bon, ça vient d'arriver récemment sur le marché. Donc des gammes comme ça de produits qui sortent, on a de plus en plus. Après, encore une fois, la situation est particulière. Les volumes, voilà, ils sont en augmentation, donc on en trouve. Et même chez Point P, on peut en avoir. Oui, ils ont intégré des choses dans leur catalogue. Donc, et alors évidemment, voilà, ça, il faut le savoir. Donc après, professionnel, il peut se tourner vers un centre de ressources qui s'appelle Environnement Centre. Et en l'occurrence, on peut m'appeler directement et je pourrais, avec grand plaisir, l'orienter à droite ou à gauche auprès de commerciaux aussi. Voilà. Et pour tous les professionnels, nous, on est un centre de ressources liées aux professionnels. Pour les particuliers, il faut se tourner plutôt vers en fonction des départements, les ADIC, les ALEC, les DIE, j'en passe. Et là, vous aurez une porte d'entrée qui pourra vous informer. De toute façon, je vous dis sincèrement, si l'artisan il est motivé, c'est à Linière de Touraine, il va s'inscrire parce que des collègues de la fédération, on a travaillé ensemble, on est collègues dans l'achat parce que vous défendez plutôt les grosses entreprises, même si vous avez beaucoup d'artisans aussi, mais on a fusionné ensemble parce qu'on s'est dit pourquoi pas acheter des matériaux ensemble. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec mes collègues qui ont des plus grosses structures et on s'entend très bien. Je pense que l'artisan, il a tout intérêt d'aller payer une cotisation. Il va avoir un stock, ça va lui changer sa vie d'ailleurs, parce qu'il n'a plus besoin de stocker. Il faut savoir que le stock, ça coûte. Hein. Le stock, ça coûte pour une entreprise. Pour une petite entreprise, je ne vous dis pas les économies qu'on fait. C'est franco de port, c'est stable toute l'année. En plus, on a des prix de charpente de couverture sur l'autre catégorie qu'on n'avait pas avant. Donc, on n'a plus intérêt à faire machine arrière. L'artisan, il va à Linière de Touraine, il s'appelle Carré, CA2RE. Il s'inscrit.
Et demain, il a du champ, il a de la laine de bois, il a tout ce qu'il veut. Hein. Il y en a en stock. On ne mangera pas tout cette année, hein, ni l'année prochaine. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est parce que peut-être qu'il n'a pas envie trop de. Parce que ça coûte plus cher. Donc, c'est difficile de vendre quand vous n'êtes pas un bon commercial. Expliquer la qualité d'un produit, mais c'est ça la vérité, hein, en réalité. L'artisan qui sait se vendre, il va vendre une qualité de produit. Et derrière, il vend. Merci beaucoup. Je vous remercie et puis bonne soirée.